C'est parti. Bonjour Yannick, merci beaucoup d'avoir accepté d'inaugurer ce cycle d'interviews des thérapeutes ACT organisé par la commission étudiante. Bonjour Cécile. Avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que je peux te demander qui tu es, quelle est ton activité et ce que tu fais? Eh bien, oui, donc, je m'appelle Yannick Descharmes, je suis psychologue. J'ai un exercice mixte, je travaille en cabinet libéral sur Bourg-en-Bresse, entre Lyon et Genève, et j'ai un exercice salarié où je travaille dans une clinique psy à mes yeux, qui s'appelle la clinique Lumière, où je pratique ACT, je mélange ACT, psychologie positive, à tout ce qui est troisième vague globalement, et c'est partie de mon exercice. Ok. Tu as un blog aussi sur lequel tu dissertes de beaucoup de choses? Oui, parce que vu que je suis bavard et que ça déborde, du coup, je laisse déborder sur un blog. J'ai créé un blog où, depuis que 5, 6, 7 ans, j'essaie de transcrire un petit peu, j'essaie d'écrire et de fixer tout ce qui m'évite de discuter avec mes patients, la théorie, comme ça, du coup, les gens, ça fait comme une sorte de bibliothèque. Puis j'ai 2, 3 supports, un peu comme tout le monde, une page Facebook, voilà, pour essayer de transmettre un petit peu cet amour des sciences contextuelles et comportementales. Ok, je mettrai les Voilà, liens sous la vidéo pour ceux qui voudraient aller voir plus loin. cool. Ok. Merci. Quel est le cheminement qui t'a amené à la thérapie ACT? La question, c'est combien de temps on a? C'est un long parcours parce que, en fait, moi, avant d'être psychologue, j'étais kinésithérapeute. Donc, si je fais depuis le départ, en fait, je suis kiné. J'ai travaillé dans les maladies chroniques respiratoires. Donc, je me suis posé la question pourquoi les gens tombaient malades. Donc, je suis arrivé sur dit peut-être parce qu'ils fument. Je me dis mais pourquoi ils fument? Du coup, je suis arrivé à faire un DU d'addictologie. Je dis tiens, j'ai croisé la TCC. Je dis et donc la TCC m'a amené. J'ai été formé par Jean Cotreau à l'époque. Et en fait, tout a basculé à un moment où, à Lyon, je crois que c'est en juillet 2010, Kelly Wilson est venu. Et de ce jour-là, je me fait piquer par le virus. Et de ce jour-là, en fait, je savais que j'allais abandonner mon métier de kiné. Et de ce jour-là, j'ai pratiqué ACT dans les maladies chroniques à l'époque. Je faisais beaucoup d'éducation thérapeutique. Et puis, force de plus on pratique et plus on aime, et plus on aime, on pratique. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait que je devienne psychologue. Et donc, j'ai repris mes études. Je suis issu de la fac de Paris 8, en enseignement à distance. Et j'ai gravi les échelons. Et puis, j'ai été formé. Ensuite, j'ai lu tout ce qui se passait sur ACT et j'ai été formé, entre autres, par Benjamin Schoendorf, Jean-Louis Molestes. Et puis, j'ai croisé Yann Grand. Enfin, tous les grands se comportaient ça, quoi. Et donc voilà, maintenant, du coup, j'ai eu à cœur de rendre, et je suis président de l'association, la FSCC, pour rendre en gros tout ce qu'on m'a apporté, parce que je crois que, en fait, on m'a juste apporté un métier, un emploi, une passion, et donc du coup, j'en suis très heureux. Voilà, c'est assez court, mais en gros, voilà, le parcours, c'est assez une révolution pour moi. Et alors, pourquoi au final, avec toutes les approches que tu as rencontrées dans ton parcours, pourquoi la thérapie ACT et pas une autre? Pourquoi, par exemple, pas les TCC classiques ou... Alors, très bonne question, parce que dans le parcours, il y a plein de choses que j'ai forcément pas précisées, mais en fait, il faut savoir, en sortant de kiné, je me dis, psychologue, ça me branche quand même. Et j'ai fait 3 ans de fac, je ne vous dirai pas où, mais où j'ai croisé la psychanalyse, où pour le coup, là, pourquoi je m'en suis enfui? Parce que du coup, moi, je suis quelqu'un où, à l'époque, kiné, c'est très contact, on met la main, et donc il y a quelque chose, les sciences, le contextualisme fonctionnel, pour moi, c'était comme une évidence. C'est que quand vous êtes, je pense paramédical, kiné, il y a ça marche ou pas. Il n'y a pas de 36 solutions. Il y a le concept, et concrètement, sur le terrain, le patient, il a moins mal, il va mieux ou pas. Donc, il y a vraiment le côté fonctionnel, et on apprend à faire les choses qui marchent, c'est pas forcément les choses auxquelles on croit. Et l'histoire du contextualisme, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, moi, déjà dans ma pratique, j'avais ça dans ma peau, c'est que rien n'est bon, rien n'est mauvais, c'est que ça dépend du contexte. Ce qui fait que quand je suis arrivé sur les TCC, première, deuxième vague, et puis surtout ACT, finalement, je crois globalement, en 4 mois, j'étais comme un poisson dans l'eau, parce que j'ai l'impression que tous les paramédicaux, on est dans cette approche-là, l'approche fonctionnelle. Vous ne pouvez pas tricher quand la personne vient vous voir, vous ne pouvez pas dire, ouais, mais vous avez mal, mais non, c'est très contextuel.
Mhm. Donc voilà pourquoi finalement je l'ai embrassé. Et puis peut-être que j'ai eu le sentiment qu'avec ACT, je pourrais ramener enfin. Je suis passionné. Voilà, pour moi, la RFT, c'est juste la pierre de Rosette. C'est qui m'a permis de Tu nous rallier le corps précises et RFT? l'esprit. Waouh! Théorie des cadres Voilà, relationnels juste, ou voilà. théorie des cadres relationnels, Relation Frame Theory. Euh, je n'ai pas envie de faire un petit peu pour froid comme ça, mais disons que du coup, le langage, pour moi, c'est celui qui va être à la jonction entre le symbole et le physiologique physique. C'est il faut un corps pour produire le langage, il faut un mécanisme cérébral, puis il faut un corps, et puis il y a du symbole là-dedans. Et RFT, c'est la première fois que j'ai eu des expériences qui montraient que le symbolique et le physiologique, notamment avec la dérivation de fonction, dire que ce stylo a appartenu à ma belle-mère ou à Nordal Lelandais, ne dérive pas les mêmes fonctions. Et pour moi, cette dérivation de fonction, c'est la première fois où on était capable de reproduire et avoir quelque chose de très carré scientifique. Donc là, j'ai trouvé la pierre de Rosette que je cherchais depuis bien longtemps, une approche moniste. Mhm. Ok, oui, très complète, du coup, pour faire l'union entre le corps et l'esprit. Exact. Hmm. Si tant est qu'ils étaient un jour séparés. Ouais. Mais voilà. Quelles sont tes valeurs et tes objectifs thérapeutiques dans ta pratique de l'acte? Alors, c'est vraiment prétentieux et mégalo, mais je me dis, bon, j'assume, c'est prétentieux et mégalo, mais euh, j'ai été sensible à, je ne sais plus dans quel ouvrage, je ne sais plus si c'est Benjamin Schoendorf ou je ne sais plus qui avait fait cette réflexion. On dit, en gros, on a un problème parce qu'on a tant de millions de gens souffrant et on a tant de gens qui sont là pour soigner. Et je me suis dit, waouh, effectivement, il y a une injustice sociale terrible parce qu'en fait, il y a peut-être 10 gens malades et on n'a qu'une personne pour soigner tout le monde et il y a un gros problème. Et en gros, moi, mon fantasme et mes valeurs, c'est comment je vais soigner le plus de monde en un minimum de temps, avec un minimum d'efficacité et avec le plus de rock'n'roll possible. C'est vraiment mégalo parce que alors, tu me parles de valeurs, donc ce qui est cool, c'est que c'est vraiment des directions de vie. Il y a hors de question que ce soit des objectifs. Mais en gros, l'idée, ce que j'ai trouvé en acte, c'est que du coup, et RFT, c'est qu'il y a des processus très, très courts, très percutants, qu'on peut diffuser vraiment massivement et avec une efficacité, enfin, c'est prétentieux, mais je trouve redoutable, quoi. Il y a le fameux ma tête me dit que, bon, quand un patient croise ça, il ne peut plus penser. Il y a quelque chose qui se. Et donc, je trouve ça extraordinaire. Donc, mon Mhm. fantasme, mes valeurs, elles sont là. En plus forcément, des valeurs de soignant. Mhm. Et alors, par rapport aux objectifs thérapeutiques, ce serait quoi pour toi les signaux qui te disent que la thérapie a été utile pour le patient? Un des premiers, c'est pour moi, le patient, quand il dit j'avais pas vu ça comme ça. Déjà, il y a quelque chose qui. Donc, toujours encore une fois, acte, RFT, cadrage, on tient, prise de perspective. J'avais pas vu ça comme ça. Pour moi, c'est ce en quoi je crois de manière plus fondamentale, le processus de prise de perspective, c'est plus fondamental. C'est une fois que la personne, pour moi, prend conscience du décalage, derrière, il n'y a plus qu'à dérouler. Donc, pour moi, c'est vraiment la première chose que mon patient observe le problème et a le sentiment d'être observateur de sa souffrance. Globalement, pour moi, les 2 tiers sont faits et tout ce qu'on ramène derrière vont concourir à l'autonomie. Donc, il y a déjà ça, le premier. Et le deuxième, c'est quand il me dit, c'est quand il fait tout seul, quoi, et puis qu'il se débrouille, quoi, sans moi. C'est le Mhm. deuxième objectif, quoi. Mhm. L'autonomie, la liberté. L'autonomie. Une de mes angoisses de psy, c'est de dire, oh, est-ce que je vais être obligé de voir les mêmes gens toute ma vie? Bon, pour le coup, avec ACT, pour le coup, enfin, mais puis plein d'autres approches, hein, pas que ACT, mais pour le coup, c'est quelque chose d'assez productif. Mhm. Ok, alors une question un petit peu plus précise maintenant. Euh, euh, Puisque tu parlais de symbolique tout à l'heure, qui est important dans la RFT et dans l'acte, comment utilises-tu les métaphores dans ta pratique? Comment tu les adaptes et aussi quelle créativité tu mets dedans? Voilà, il y a un petit peu 3 questions en une. Je souris parce que, en fait, moi, je me définissais assez comme métaphoriste. C'est un truc, je me dis, en fait, les métaphoristes, en fait,
En fait, mine de rien, moi, tout le temps, quoi, les métaphores. En plus, Acte, il y a juste des métaphores juste géniales, qui ont été inventées par des types géniaux, et des femmes géniales. Donc, du coup, autant les prendre. Donc, du coup, métaphoriste, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais tout est métaphore. Hein. Je sais pas, moi, j'aime beaucoup l'humour. Donc, une blague, pour moi, c'est métaphore, pour peu que ce soit fonctionnel et puis dans le contexte. Mais je les utilise tout le temps. Je les crée parce que c'est aussi ça qui m'a plu dans ce modèle open source Act, c'est qu'en fait, on peut créer ce qu'on veut pour peu que ça soit fonctionnel et contextuel, puis que ça, plutôt que de quelque chose j'étais assez frustré sur certaines approches où c'était protocole et on ne bouge pas. J'en suis vite sorti. Mais le modèle open source avec les prérequis qu'on a, après, moi, l'humour, clairement, c'est mon canal. Donc, du coup, les métaphores, elles vont être je vais beaucoup dériver ces fonctions-là, quoi. Mmh. Donc, mais après, les métaphores, on les trouve dans la vie. Hein. Donc, Oui. voilà. Et effectivement, c'était la part de créativité que tu mets dedans. En fait, c'est ce qui te permet justement de faire preuve de beaucoup de créativité, c'est d'utiliser les métaphores. Ah, Et mais bon. la métaphore, pour moi, c'est quelque chose qui. Alors voilà, encore je reviens sur la théorie des cadres relationnels, mais c'est juste génial, c'est ce que l'être humain ne fait depuis des milliers d'années avec le langage. En fait, on a réussi à structurer, à comprendre les dérivations, puis comment. Il y a un bouquin, Big Book of Métaphores, et puis je crois que c'est Tornequeux aussi et je ne sais plus qui explique un peu la mécanique, comment on les crée. Mais bon, l'être humain n'a pas attendu d'avoir une méthode pour créer ces métaphores et créer des mythes et légendes. Mais prendre les métaphores et puis apprendre la théodicée grecque, on prend tout, on prend la philo, on prend tout ça, mais l'être humain est métaphoriste par expérience, quoi. Donc, la créativité, oui, je pense que c'est aussi l'adapter. De changer les couleurs, changer les noms, changer le contexte. Bon. Star Wars, c'est une métaphore. Enfin bref, on peut faire ce qu'on veut. C'est, pour le coup, voilà. Je m'arrête parce que pour le coup, je suis jusqu'à ce soir là-dessus. En quoi c'est un puissant levier thérapeutique pour toi, les métaphores? Par quoi parce que RFT, parce que TCR pour le coup, parce que dérivation de fonction. Parce qu'on peut dire la même chose sans dire autre chose sous une fonction différente. C'est-à-dire que déjà la métaphore, ça permet de contourner les choses. Plutôt que d'aborder frontalement les choses, c'est un peu comme. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est la femme du boulanger où il parle de pomponnette et il parle de son chat. En fait, on a bien compris qu'il parlait à sa femme, mais il ne peut pas lui parler directement. Et c'est une façon de rouler avec la résistance plutôt que d'y aller en direct. Mais c'est juste, c'est l'histoire du monde, quoi. Comment on va parler de certaines choses avec dériver des fonctions, puis que ça donne envie. Il y a quelque chose de créatif, on peut mettre de la couleur, on peut mettre plein de choses. Après, je ne sais pas trop comment répondre plus loin à ça, mais. Non, mais super, merci beaucoup. Voilà, quoi. Ok. Alors oui, les créateurs de l'acte parlent beaucoup de la nécessaire flexibilité psychologique du thérapeute en miroir de ceux des patients. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment cette flexibilité psychologique s'incarne dans ta pratique au quotidien? Alors, merci pour cette question, parce que c'est en gros la conclusion d'un mémoire que j'avais fait. Les limites du patient les données que j'avais sorties, les limites du patient, c'était les limites du thérapeute. Mais il y avait plein d'études comme ça qui font des corrélations entre le degré de flexibilité du patient et comment. Bon, déjà, pour moi, c'est d'une évidence. Comment ça s'implémente chez moi? Déjà, ça s'appelle la supervision. C'est comment on va se faire superviser et de remarquer que les processus, nos croyances limitantes, on finit par les attribuer et on dit que le patient ira. En fait, c'est ses propres croyances. Après, c'est vrai que je dois admettre que j'ai été formé par que ce soit Kotro ou Kinji qui m'ont tellement fait rebattre le cuir à base de être à l'aise avec son malaise et systématiquement, quand il y a un problème, c'est systématiquement revenir à soi, à soi, à soi. J'ai tellement fait d'analyse fonctionnelle personnelle sur le problème que du coup, ça m'a bien assoupli. Mais moi, je pense que l'utilité de la supervision et l'authenticité, je crois que j'adore l'histoire de le révèlement.
quand c'est contextuel et quand c'est fonctionnel, la révélation sur soi, de dire, bah voilà, moi je suis triste, voilà ce que j'observe, et puis d'amener sa souffrance. Je suis très à l'aise avec l'idée que moi ça peut piquer, et du coup, bah, on fait de la coordination, et je trouve que c'est très puissant, cette histoire-là. Ouais, et c'est Donc admettre, être à l'aise avec ses... Je crois que plus on est à l'aise avec son malaise, et plus on est honnête avec ses... Puis qu'on est tendre, et qu'on a des compassions envers soi, et qu'on ne peut pas sauver le monde, et qu'on fait ce qu'on peut. C'est un truc, moi j'étais kiné, et donc là je peux vous dire que la prise en charge et la toute puissance où on va sauver les gens, ça m'a tellement coûté physiquement que quand je suis arrivé sur l'idée d'être plus tendre et d'analyser ses propres processus, c'est quelque chose qui, enfin moi ça m'a été un bien. Physiquement, mon corps se ressent beaucoup mieux. C'est aussi garant de l'alliance thérapeutique qui est très particulière dans l'acte aussi et avec beaucoup d'humanisme. Il y a pas, enfin, je veux bien dire qu'il n'y a pas un patient, il n'y a pas un thérapeute, il y a juste deux êtres humains. Il y en a un qui est plus souple et l'autre qui peut-être, mais au fond, les outils, les processus, on les travaille tous. C'est comme l'histoire des deux montagnes. Chacun, moi j'observe la montagne de mes patients, moi je suis sur ma propre montagne. Mais effectivement, je trouve que plus on sera, je trouve que l'observation et l'imitation, c'est quelque chose qui est très puissant. Et soi-même, quand on est capable de montrer à son patient que bah, on fait ce qu'on peut et puis qu'on lâche rien, flexibilité psychologique, c'est vrai que ça fait une alliance, ça fait juste des trucs de dingue, quoi. On a des relations. Je ne vais pas dire qu'on a des relations plus extraordinaires avec nos patients qu'avec nos proches, mais il y a quelque chose qui, à mon avis, je conseillerais à mes gamins et à tout le monde de connaître ça, cette alliance. Oui, c'est deux êtres humains profondément humains dans le même bateau. Ouais. Non ? Ok. Alors, si la thérapie ACT devait avoir changé une chose dans ta vie, qu'est-ce que ce serait ? Waouh. Bon, déjà, clairement, ce qu'elle a changé, c'est que mon corps va beaucoup mieux. La flexibilité, etc., c'est quelque chose, du coup, on ne concentre plus toute cette énergie à vouloir lutter contre les pensées, les émotions, les siennes, lutter contre la rigidité. Non. Ce que j'avais acquis de mes années en éducation thérapeutique, c'est clairement, on pousse les gens, et puis en fait, il y a une efficacité qui n'était pas extraordinaire. Et d'arriver sur quelque chose qui soit plutôt contextuel, d'analyser de choses, puis tous les processus. Déjà, moi, je suis beaucoup moins fatigué. Enfin, même pour dire, ça se passe. J'ai jamais été aussi souple. Donc déjà, ça m'a apporté quelque chose d'extraordinaire. Et puis forcément, dans la famille et dans la vie quotidienne, on a un regard sur le monde. Déjà, la souffrance, effectivement, la fameuse normalité destructrice, on souffre tous, et alors ? Et le thérapeute. En plus, alors après, je rappelle beaucoup mon métier de kiné, mais dans le médical, on a une blouse blanche, on est censé avoir un blanc immaculé. En psy, on est dans une neutralité bienveillante, distance, tout. Bon, dans l'acte, on dit, voilà, quoi, je suis moi. Et moi, clairement, non seulement ça m'a permis d'être beaucoup plus cool, et la deuxième partie, ça m'a permis de m'épanouir et de laisser cette créativité, de la laisser avec une communauté qui est juste extraordinaire, où on dit, moi, je suis mes superviseurs, m'ont dit, t'as envie de faire ça ? Essaye, on verra. Open bar. Ça, c'est un truc de dingue. On dit, vas-y, fais-le. Puis tu verras bien. Alors que tout un tas de milieux, notamment, c'est pas pour critiquer un peu la fac, mais on dit, oulala, attends, avant d'aller voir des patients, oulala, tellement non. Là, acte, on dit, vas-y. Encadré, bien sûr, mais liberté. Oui, et liberté et expérimentation. C'est ça, hein. Et toujours ancré, scientifique. Enfin voilà, on n'oublie pas derrière le processus. On n'est pas là pour raconter n'importe quoi. C'est pas de la spiritualité, c'est pas du bouddhisme. Il y a des faits, c'est ancré. Et dernière petite question, puisque tu sais que ces vidéos sont organisées par la commission étudiant, qu'est-ce que tu pourrais dire à un étudiant qui cherche un petit peu son orientation de futur thérapeute
pour l'inciter à essayer l'acte? Alors, je ne l'inviterai pas à essayer l'acte. En fait, je pense que c'est pas nous qui choisissons notre modèle, c'est plutôt le modèle qui nous choisit. C'est qu'on se fait comme les chaussures, on met les pieds dedans et quand on est bien, on se dit c'est celle-là. Mhm. Donc, j'aurais pas trop de tendance à lui dire viens, viens, c'est génial. Je lui dis déjà, je lui dirais de tester tout ce qu'il peut tester comme il teste, je sais pas, la psychanalyse, la TCC, le humaniste, qui teste tout, puis il voit ce qui résonne dans son corps. Déjà, c'est le premier. Et surtout qu'il n'oublie pas que ce métier-là, on le fait pour kiffer. Donc, s'il n'y a pas de kiff, voilà. Et si je devais l'amener à l'acte, en gros, moi, je ne chercherais pas à le convaincre, mais je lui ferais rentrer, je lui ferais vivre l'acte directement. Je lui dirais, mais au fond, je sais pas, tiens, qu'aimerais-tu dire qu'aimerais-tu dire de ce que tu as fait preuve avec tes patients quand tu rentres chez toi le soir, par exemple? Qu'aimerais-tu dire de ce que tu as fait avec tes patients en rentrant chez toi le soir? Hop, tiens, je lui ferais un petit truc sur les valeurs, et puis, non, je lui mettrais directement le nez dedans, quoi, d'une manière bienveillante. Oui, ça doit être vécu Expérientielle. avant tout, voilà, vécu et expérimenté. Voilà, quoi. Après, chacun sa façon de faire. Moi, je suis plutôt très expérientiel et du coup, on n'oublie pas ce qu'on vit. Enfin, moi, clairement, comme mon atelier de Kay Wilson, clairement, le premier jour, c'était 3 jours. Le premier jour, je voyais tout le monde pleurer. Je me disais, c'est quoi ce truc? Deuxième jour, je dis, quand même. Bon, le troisième jour, voilà. Quand on se met dedans, on se dit, humain, très humain. Mhm. Mais ouais, non, je lui dirais, il faut kiffer et puis viens chez nous, on kiffe, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Ok. Ben, merci beaucoup. Je crois que j'ai fait toutes les questions. Merci beaucoup. J'espère qu'il y aura plein d'autres vidéos d'interviews prochainement. J'en doute pas parce que déjà merci à vous, merci énormément parce que clairement tout ce qui peut contribuer à rendre le modèle, déjà à populariser ce modèle, à le rendre, à populariser les gens qui sont passionnés, puis c'est comme ça qu'on construit une communauté. Je crois qu'on ne construit pas la passion, qu'on construit par l'envie d'échanger. Donc ce que vous faites, c'est juste extraordinaire parce que ça permet de communiquer et puis d'avoir quelque chose d'expérientiel. Plutôt que les bouquins, c'est chouette, hein. Mais effectivement, ces vidéos, moi je trouve une très belle initiative. Je souhaite qu'il y ait plein de gens d'ailleurs. Bah oui, on va espérer. En anglophone, sous-titré, ça va le faire. Un jour, on pourra interviewer Steven Hayes peut-être. C'est la semaine prochaine, hein, si son carnet, pas de problème, hein, je pense qu'il sera tout heureux. Eh ben, merci encore et Plaisir, partagé. à très bientôt. Bientôt. Au revoir.